Bonjour à tous, bienvenue comme chaque dimanche 18h pour un nouvel épisode d'analyse de diète. Et cette semaine, on va parler de la diète de The Panache. The Panache, c'est un compétiteur de powerlifting que je ne connaissais absolument pas, mais vous avez été très nombreux à me demander une analyse de sa vidéo. Donc, on va analyser sa diète. On y va, let's go. Oui, vas-y, oui, 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 avec ton beau taxi. En avant, oui, 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 c'est toi. Avant toute chose, petit disclaimer. Comme je l'ai dit précédemment, je ne connaissais pas du tout The Panache. Il ne s'agit donc pas d'une analyse personnelle, ni même d'une analyse professionnelle, c'est-à-dire de ce qu'il est dans la vie pro, de son contenu, de ses connaissances ou autre. On va uniquement analyser cette vidéo, ce qu'il montre, ce qu'il dit, et je vais vous donner en fonction de ça mon avis, en fonction de mes connaissances, de mes croyances, pour vous aider à vous repérer, vous donner un maximum de conseils, d'astuces, bien sûr, que vous pourrez utiliser dans votre cas. S'il vous plaît, donc comme d'habitude, dans les commentaires, soyez respectueux, ne jugez pas la personne sur son physique ou autre, on s'en fiche que vous aimiez ou non, chacun est libre d'être et de ressembler à ce qu'il veut. On va parler uniquement des propos et de la diététique. Merci à tous, on peut commencer. Nous sommes actuellement le 2 juin et je pèse 69 kg et le 16 juin, je vais participer au championnat du monde dans la catégorie des moins de 66 kg. J'ai donc 14 jours exactement pour perdre 3 kg, mais je dois pas... Alors, je m'arrête tout de suite. Première chose très importante du contexte. Donc, c'est un compétiteur de powerlifting de haut niveau visiblement puisqu'il prépare les championnats du monde. Il explique qu'il pèse actuellement 69 kg et qu'il doit arriver à 66 kg. Il doit donc perdre 3 kg en 2 semaines, en 14 jours, qui fait 1,5 kg par semaine. Ça va être très intéressant parce qu'il ne s'agit pas d'une perte de poids classique puisqu'on est dans un cas où non seulement il doit atteindre un poids, mais il doit aussi bien sûr rester en forme, rester performant parce que le powerlifting est un sport de performance tout de même et pas d'apparence physique. Donc je pense que ça va être vraiment différent de ce qu'on a vu précédemment et ça, c'est cool. Juste perdre 3 kg et rester à mon meilleur niveau pour pouvoir participer Voilà, c'est ce que je viens de dire. et gagner les championnats du monde de cette année. Aujourd'hui, je vous emmène avec moi dans ma sèche extrême pour vous dire comment je réussis à perdre 3 kg en 14 jours tout en maintenant mon meilleur niveau de force en powerlifting. Avant toute chose, on doit se poser la question suivante, est-ce que ça sert à quelque chose de sécher en powerlifting? La réponse est oui. Le powerlifting, c'est un sport à catégorie, comme le MMA, comme la boxe et comme d'autres sports à catégorie de poids, où l'idée, c'est donc d'être le plus dense possible à un certain poids de corps donné. Là-dessus, on va prendre un exemple très simple. Si jamais vous pesez 70 kg avec 30% de body fat, vous avez donc une certaine quantité de masse musculaire pour les 70 kg que vous pesez. Si à côté de ça, vous pesez toujours les mêmes 70 kg, mais à 15% de masse grasse, donc il y a de très fortes chances que vous ayez une bien meilleure quantité de masse musculaire pour les mêmes 70 kg. Et évidemment, à 70 kg de poids de corps, plus vous avez de masse musculaire, plus vous avez de chances d'être fort. C'est d'ailleurs très facile à observer, puisque si on prend tous les champions du monde, voire tous les meilleurs athlètes en powerlifting, moins de 59 kg, moins de 66 kg, moins de 74 kg, moins de 83 kg, même jusqu'en moins de 105 kg, à chaque fois, c'est des athlètes avec un gros niveau de masse musculaire. Alors, c'est très intéressant ce qu'il dit. Il parle de composition corporelle vis-à-vis du poids de corps. Je le rappelle, la composition corporelle, c'est que pour 90 kg, par exemple, on peut avoir deux individus qui vont avoir un physique totalement différent parce que la composition corporelle n'est pas la même, c'est-à-dire la répartition de la masse grasse, de la masse musculaire, bien sûr aussi la densité osseuse, même si d'un individu à l'autre il y a peu d'écart à ce niveau-là, les fluctuations hydriques, plus ou moins de rétention d'eau, etc., etc. Mais on parle ici principalement, bien sûr, de masse grasse, masse musculaire. Pendant très longtemps, on a associé beaucoup de sport à un poids de corps, un physique important, quelle que soit la composition corporelle. Et il y a une vraie évolution des physiques ces dernières années dans les différentes disciplines. On le voit par exemple au rugby, les joueurs de rugby sont de moins en moins gras et de plus en plus musclés. Pour un même poids de corps, ils ont une composition corporelle de plus en plus améliorée. À ce niveau-là, on pourrait le dire. C'est le cas aussi dans les sports de combat, c'est le cas dans le MMA, etc. Bien sûr, vous avez toujours des exceptions, mais la majorité des sportifs de haut niveau ont compris cela et que la graisse est rarement un atout dans le sport de performance, quel qu'il soit, hormis peut-être chez les sumo, qui est vraiment un sport à part. D'ailleurs, petit disclaimer, j'ai vu une excellente série sur ça sur Netflix dernièrement que je vous recommande vraiment. J'ai oublié le nom, mais tapez sumo sur Netflix et vous trouverez ça. C'était super intéressant, c'est un autre monde. Mais voilà, je mets juste ce sport-là à part parce que je vous connais. Je sais qu'il y en a qui vont le mettre dans les commentaires juste pour me contredire.
et un niveau de body fat, un niveau de masse grasse plutôt optimisé par rapport à la catégorie. C'est donc pour ces deux raisons qu'il est intéressant de sécher en power, que vous fassiez des compétitions ou non, puisque si vous faites des compétitions, le fait d'être le plus sec possible dans la meilleure catégorie de poids possible optimisera vos chances d'être compétitif. Et si vous ne faites pas de compétition, à côté... Je rajoute que j'aime beaucoup pour l'instant le message qu'il véhicule puisque beaucoup associent les sports de force, le powerlifting notamment, à une alimentation qui n'a aucun sens, avec juste des calories, de la junk food, etc. Parce qu'ils se disent la seule chose qui compte, c'est de pousser lourd et de manger assez. Donc je vois parfois des jeunes à la salle où je suis, il y a beaucoup de powerlifting, manger des croissants juste avant de s'entraîner, ce genre de choses, être dans cet état d'esprit et je les vois vraiment visuellement s'engraisser, prendre du poids et pourtant les performances ne montent pas à la même vitesse que leur poids et leur taux de masse grasse augmente. Ce qui fait que vous pouvez vous poser la question de est-ce qu'ils deviennent réellement plus forts? Proportionnellement à leur poids du corps, non. Parce que toutes ces compétitions-là, comme il l'a expliqué, sont avec des catégories de poids et bien sûr, il y a des ratios vis-à-vis du poids. Vous n'allez pas soulever le même poids, enfin les poids maximum ne seront pas les mêmes chez les moins de 70 kg que chez les moins de 100 kg par exemple. Donc il y a cette notion à avoir et c'est très bien de véhiculer ce genre de message pour les jeunes aussi et pour expliquer que bah oui, en powerlifting, la diète est importante comme dans tous les sports. Et j'espère que ce message passera de plus en plus parce que moi qui accompagne beaucoup de sportifs de haut niveau aussi dans diverses disciplines sur la partie diététique, j'en vois malheureusement qui ont de très mauvaises hygiènes alimentaires. Ça les impacte dans la performance et quand on change les choses, eh bien les performances se décuplent. J'ai vu ça dans les sports de combat, dans le football, dans le powerlifting, dans le crossfit. Donc voilà, si vous êtes sportif de haut niveau, s'il vous plaît, comprenez bien cela et vous avez de très nombreux exemples dans le sport de haut niveau, donc inspirez-vous-en. Donc, on se retrouve dans la cuisine pour mon premier repas de la journée. Alors, premier repas de la journée, ça va être mon seul vrai repas avant l'entraînement. Et du coup, ce qu'il faut vraiment que je vise, c'est d'avoir une grosse source de protéines, une grosse source de glucides, parce que évidemment, la source d'énergie dont on a besoin pour les entraînements en power, c'est les glucides. Donc, en ce moment, je suis à fond dans les pancakes. Donc, on va faire une recette de pancakes très très vite, vous allez voir. Premier repas de la journée, du coup, mon pancake. Donc, moi, je l'appelle le pancake de la force. Pourquoi? Parce que dedans, il n'y a que des bonnes choses. Il y a des flocons d'avoine, il y a de la farine, il y a un œuf, il y a de la whey, il y a du lait et un petit peu de sel. Et c'est tout. Donc, premier repas de la journée, là, il explique que c'est le repas avant l'entraînement et que pour performer, donc, il va consommer surtout beaucoup de glucides et de protéines. Eh bien, c'est un très bon conseil tout simplement. Il rajoute que les glucides sont la source d'énergie principale qui va être utilisée dans le powerlifting. Eh bien, c'est le cas aussi en musculation et dans la majorité des sports, puisque les glucides, c'est le substrat énergétique préféré de votre corps, privilégié pour l'énergie. Lorsqu'il en manque, la performance va avoir tendance tout de même à chuter. Donc, il est préférable de faire comme il le fait, c'est très bien. En même temps, à son niveau, ça ne m'étonne pas qu'il sache ça. Donc, dans son pancake, il y a des flocons d'avoine. L'avoine, on en a déjà largement parlé dans les précédentes vidéos. De la farine. Alors, la farine, beaucoup diabolisent la farine. Encore une fois, il faut faire la différence de si vous êtes intolérant au gluten, vous avez des problèmes spécifiques avec. Effectivement, vous orientez dans ce cas vers une farine sans gluten. Si ce n'est pas le cas, pourquoi pas une farine de blé. Ce fameux index glycémique, on en a déjà très largement parlé. Là, pour le coup, on a des fibres, on a un œuf qui vient juste après avec donc des lipides qui vont venir compenser, contrebalancer. On est en sèche aussi, voilà, donc il ne faut pas avoir peur de cette fameuse farine. Je pense que je l'ai déjà évoqué énormément. Il y a un œuf, donc ensuite, je le disais, l'œuf, on en a beaucoup parlé aussi, très bonne source de protéines. De la whey, du lait et du sel. Pourquoi le sel? Vous le savez, le sel est un électrolyte, ce n'est pas le seul bien sûr, il y en a d'autres. Et donc, il est important, parce que le sel participe à la contraction musculaire, entre autres, d'en consommer. Beaucoup diabolisent le sel. Vous avez besoin d'un équilibre entre les différents électrolytes. Vous avez besoin de sel pour la contraction musculaire, pour la santé cardiovasculaire, etc., etc. Cependant, il ne faut pas en abuser. Et il est vrai que la majorité des gens ont tendance à consommer trop de sel plutôt que pas assez, dû à la consommation de produits industriels et de produits transformés. Mais quand vous ne consommez que des produits bruts, que vous faites attention à vos sources alimentaires, vous risquez de manquer de sel là au contraire. Donc il est important d'aller en rajouter.
C'est ce qui est son cas, très probablement, donc c'est très judicieux. En plus du fait, retenez bien qu'il va s'entraîner en tant que futur champion du monde. Il a un niveau sûrement incroyable, à une intensité que vous et moi n'avons pas dans sa discipline en tout cas. Donc il faut aussi prendre ça en compte. Voilà. Donc c'est un petit déjeuner qui est bien. Le lait, comme le gluten, on a rappelé, pas de problématique spécifique si vous le tolérez et vous le digérez bien. Je sais que pendant très longtemps, on a diabolisé le lait, le lactose, mais on a plus de recul maintenant et on sait qu'il ne faut pas être aussi extrême qu'on le dit sur le lait. Je vous invite pour nuancer ces propos justement sur le lait, enrichir vos connaissances, si vous pensez vraiment que le lait c'est le démon, de vous rapprocher du travail de Vassilis, on vous met son Instagram juste ici, et de commander son livre, de vous fournir son livre et de le lire en détail, parce que vous verrez que ça nuancera énormément. La science évolue et parfois, quand on n'a qu'un seul prisme de lecture, qu'on est enfermé avec des œillères, eh bien on a du mal à discerner le vrai du faux. On est catégorique sur un sujet, comme le lait, comme le gluten, et je pense qu'il est important d'ouvrir son esprit, d'élargir votre champ de connaissances, de ne pas prendre qu'un seul son de cloche, comme ici, vous ne devez pas prendre que le mien. Allez voir à droite, à gauche, et vous verrez que si vous faites ça, et vous vous renseignez sur les détracteurs du lait, du gluten, et ceux qui, au contraire, vont, entre guillemets, être plus nuancés, eh bien, ça vous permettra d'élargir votre champ de connaissances, et comme moi, ensuite, d'être plus nuancé sur le sujet. Peu de sel. Et c'est tout. Et au-dessus, du coup, je rajoute une banane avec un petit peu de sirop d'érable. Donc avec ce pancake, j'ai mes glucides, j'ai quelques protéines. Les protéines, je les comble ici avec le shaker de Clearway. Et j'ai aussi mes... Il rajoute ensuite banane, sirop d'érable. Bon là, sirop d'érable, on pourrait le comparer au miel. Attention, comme pour le miel, à consommer du sirop d'érable de qualité parce que bien sûr, ce n'est pas exempt des divers arnaques marketing, je dirais, où vous allez consommer plus du sucre que du sirop d'érable, à savoir du sucre raffiné, c'est-à-dire ce ne sera pas du sirop d'érable. Banane, pas de souci, les fruits en général, on l'a déjà dit, dédicace à David Michigan, sont très bien. Et ensuite, ils consomment de la Clearway. Ça va être intéressant parce qu'on va pouvoir faire un parallèle sur la whey et les différentes protéines en poudre parce que je ne l'ai encore pas fait dans toute cette série de vidéos et d'analyses de diète. Il existe toutes sortes de protéines en poudre sur le marché. Déjà, je tiens à rappeler, les protéines en poudre ne sont pas du dopage, ne sont pas plus dangereuses pour les reins que ne le sont les protéines de manière générale. Il n'y a aucune donnée scientifique quelconque qui prouve, même avec n'importe quel apport en protéines, qu'il y a un danger sur les reins, que ce soit en poudre ou en solide, premièrement. Et surtout, les sources de protéines en poudre eh bien, sont toujours issues du solide. Ce sont des aliments qu'on a transformés tout simplement. Maintenant, la whey est une protéine issue du lait. Bien sûr, vous avez différents types de whey. Vous avez les isolats, les concentrates, les hydrolysats. Vous avez les clear whey et vous avez différents types de qualité. C'est-à-dire que vous avez des whey qui sont bio, vous avez des whey qui sont dites natives, d'autres qui sont issus des déchets des produits laitiers de l'industrie parce qu'il faut bien en faire quelque chose, donc on en fait des protéines en poudre, etc., etc. Et vous avez les whey qui sont dites labellisées. Vous savez, les labels, comme le sont les œufs bleu blanc cœur, par exemple, c'est un label. Eh bien, c'est avec une charte de qualité, une traçabilité. Et donc, vous savez exactement d'où ça vient, comment c'est fait. Il y a un standard avec des numéros de lot, etc., etc. Ce qui est vrai garantit beaucoup plus la qualité normalement que sur le reste. Maintenant, quelle whey choisir? Eh bien, je dirais déjà, premièrement, celle que vous digérez le mieux. Ensuite, celle avec laquelle vous prenez du plaisir tout de même à consommer parce que c'est quelque chose qu'on va consommer avec de la récurrence. Si c'est écœurant, ça va être difficile. Ensuite, il faut tout de même un bon rapport qualité-prix, même si les prix du lait ont tellement explosé qu'il est difficile maintenant de trouver des whey qui sont rentables, entre guillemets, ou qui sont aussi peu cher qu'avant. Si vous avez connu comme moi la whey à 14 € le kilo, c'est fini, c'est révolu, ça coûte 2, 3, voire 4 fois plus cher selon la qualité de la whey que vous consommez. Voilà, et ensuite, il faut faire attention aux arnaques. Vous n'êtes pas sans savoir sûrement qu'il y a eu beaucoup de tests faits ces derniers temps, beaucoup de marques qui prétendaient avoir 85-90% de protéines ont eu des tests qui révélaient au final un pourcentage bien plus faible avec beaucoup de sucre. Même si ces tests peuvent être discutables et on ne sait jamais discerner le vrai du faux, ça montre tout de même qu'il faut être vigilant. C'est pour ça que je vous recommande toujours de faire attention, de prendre le temps de lire les étiquettes, de lire la liste des ingrédients, de vous référencer à des acteurs que vous jugez fiables
voilà, sur le marché, c'est-à-dire des sites, des interlocuteurs fiables qui connaissent leur sujet, et ensuite de vous diriger plutôt vers des marques reconnues et des produits avec des labels, des certifications, de vous assurer d'où vient la matière première. Pour ça, je ne peux que vous recommander bien sûr mon site www.awtrainer.com. Vous voyez, je le dis à la fin pour pas vous influencer, mais bien sûr que c'est moi qui sélectionne les produits, moi qui les vends. Donc si je dis tout ça, c'est pas pour arnaquer derrière, mais je pourrais toujours être un arnaqueur. Bon voilà, à vous de vous faire votre idée. Et j'ai aussi mes calories, c'est très important. Là, je suis environ, avec le pancake, banane, sirop d'érable, plus le shaker de Clearway, je suis aux alentours des 550 calories. Et du coup, par rapport à mon apport journalier, sachant que je vais remanger un tout petit snack juste avant mon entraînement, mais en vrai, je suis vraiment très bien par rapport à mon apport. Du coup, c'est parti pour ce premier repas. Donc pour terminer sur ce premier repas, on est à 550 kilocalories. Vous l'avez vu, avec seulement environ, je dirais, 10 grammes de lipides, puisqu'il n'y a que le jaune d'œuf, donc ça on le note. Et un apport en protéines, je dirais normal, classique, assez important. Et en glucides, pareil, très correct pour un repas avant l'entraînement. C'est un très bon petit déjeuner selon moi, dans son cas, pour son objectif. Mais voyons la suite, il faut toujours juger d'une journée globale et non d'un seul repas, ça n'a aucun sens. Comme j'avais dit, mon petit snack avant training, je prends une banane. Et en plus de ça, évidemment, la magie sombre, la magie noire. Donc là, il reprend une banane avant l'entraînement. Encore une fois, je le répète, aucun problème à prendre des fruits avant l'entraînement, même si certains vont nous dire que le fructose n'est pas la source d'énergie la plus appropriée qui soit avant le training, certes, mais premièrement, les fruits ne contiennent pas autant de fructose qu'on le pense, premièrement. Ensuite, dans la banane, il y a tout de même du potassium qui est très intéressant. Il a amené un peu de sel avant. Donc voilà, je trouve personnellement que c'est un bon choix, surtout lorsque l'on est en sèche et en déficit calorique. Ça permet d'avoir un peu plus d'énergie sans forcément reposer sur les calories. Ouais, donc là, je me fais ma... Sèche et déficit calorique, c'est la même chose, pardon. Donc, il y a deux manières d'être en déficit. On peut être en déficit léger, donc un déficit de 100, 200, 300 calories. Tout comme on peut faire un énorme déficit, par exemple 800, 900, 1000 calories. Dans les deux cas, vous êtes en déficit, mais dans un cas, vous avez beaucoup plus de chances de maintenir votre niveau de force que dans l'autre. C'est pour ça que, en général, en powerlifting, ma recommandation numéro 1, ma recommandation principale, c'est de créer un déficit calorique que vous arrivez à gérer. Alors là, très intéressant, il parle de déficit calorique et de comment déterminer son déficit calorique. Il explique que dans le cadre du powerlifting, il recommande un déficit calorique qu'on est capable de gérer, c'est-à-dire perdre du gras et rester performant. Eh bien en fait, quand vous voulez transformer votre apparence physique, c'est la même chose. Allez sur un déficit calorique très poussé, très important, très extrême. C'est bien, ça peut être utile. Mais si derrière, c'est pour craquer, avoir des crises de boulimie, des écarts, faire le yo-yo, être complètement fatigué, à plat, que vous n'arrivez pas à vous entraîner, à performer à l'entraînement, et qu'au final, vous n'allez ni avoir aucune chance de préserver de la masse musculaire, ni même de pouvoir en construire, parce que oui, quand le déficit calorique est juste léger et pas trop poussé, pas trop sur la durée, on peut, en déficit calorique, prendre du muscle. C'est vérifié par la science et ceux comme moi, coach depuis plus de 10 ans sur des dizaines de milliers de personnes, on l'a vu maintes et maintes fois et on l'a fait maintes et maintes fois. Donc c'est possible, mais pas avec un déficit calorique énorme et pas si ce déficit est ultra prolongé. Donc cette notion-là, elle est à retenir. Ce choix est à faire en fonction de votre capacité à tenir ce déficit sur le long terme, de l'objectif, de la durée de la perte, etc. Et dans la plupart des cas, un déficit poussé extrême qui ne va pas être progressif n'est pas adapté. Donc voilà, il faut bien réfléchir à cette stratégie, il faut faire attention. Vouloir perdre vite, c'est bien, mais si en pratique vous n'y arrivez pas, ça reste que de la théorie et un plan qui n'arrivera jamais au bout. Et voilà du coup mon repas de roi, donc pâtes, huile d'olive, feta, cœur d'artichaut pour avoir un peu plus de volume, même si bon là j'ai 150 grammes de pâtes crues, donc en vrai c'est bien. 2 steaks hachés, un œuf sur un des steaks et de l'eau. Très important, j'ai dit l'hydratation avant l'entraînement c'est important, mais l'hydratation après l'entraînement c'est tout aussi important, puisqu'en gros, après l'entraînement c'est la phase de récup qui commence, et optimiser sa récup, c'est aussi optimiser ses séances. Repas après l'entraînement. Donc là, il consomme 150 g de pâtes, 2 steaks, un œuf, de l'artichaut et de la feta. Très intéressant. L'œuf, on en a déjà parlé. On voit que c'est le deuxième œuf de la journée. Très bien parce que l'œuf est sans aucun doute, quand il est de qualité, je le répète encore une fois, la meilleure source de protéines et surtout de lipides, de graisse qui soit, avec un apport en cholestérol conséquent, intéressant. Donc ça, il faut bien le noter parce que
Le cholestérol est à la base de énormément d'hormones, de la production, la synthétisation d'énormément d'hormones. Donc surtout comme ça, quand vous faites du powerlifting, quand vous voulez préserver votre masse musculaire, la performance, s'il n'y a qu'une source de lipides que vous deviez garder, c'est le jaune d'œuf. Vraiment, ça c'est un conseil masterclass. Le bœuf, 2 steaks hachés, on en a déjà parlé plusieurs fois, pas de risque à manger du bœuf, à condition que la consommation soit modérée, pas exagérée, ça reste des acides gras saturés, donc pareil, ça doit représenter un certain pourcentage, assez minime certes, de votre total en lipides, mais ici pour l'instant il n'y a rien à dire. Artichaut, bon les légumes, vous le savez, tout le bien que je pense des légumes, et je dis toujours, consommer des fruits et légumes, quel que soit le cas, ici c'est le cas, il n'y a rien à dire. Ensuite, de la feta, pas de souci particulier avec ça, voilà, il y a des protéines dedans, il y a des lipides. Dans le cadre de sa diète, je trouve que ça colle plutôt bien, même si à ce stade de déficit, j'aurais privilégié une source de lipides plus intéressante, voilà, surtout pour maximiser la performance, l'aspect santé. Je pense qu'on aurait pu faire mieux dans les choix alimentaires, mais je le dirai à la fin. Et des pâtes, à partir du moment où vous digérez bien le gluten, aucun problème à consommer des pâtes. L'index glycémique, s'il vous plaît, on se sort ça de la tête, on en a parlé maintes et maintes fois, surtout qu'ici, il y a des lipides, il y a des fibres, et si vous pensez encore que l'index glycémique est un problème, allez suivre ma formation qui vient de sortir. Pareil, si vous pensez que les acides gras saturés sont un problème, etc., je vous l'annonce, c'est le moment. Ma toute première formation en nutrition est enfin sortie. Après plus de 12 ans à être coach, à suivre des dizaines de milliers de personnes de tout niveau, des sportifs de haut niveau, et plus de 15-16 ans à étudier la nutrition en long, en large, en travers, et je continue à le faire tous les jours. Eh bien, j'ai sorti donc ma toute première formation sur les fondamentaux de la nutrition, où on voit tout de A à Z sur les glucides, les protéines, les lipides, l'alcool dont on parle trop peu, sur les calories, le métabolisme, on parle du cortisol, on parle de l'index glycémique, justement des acides gras saturés, des oméga 3. Je pense très sincèrement qu'après avoir suivi juste ce premier module de formation qui dure un peu plus de 3 heures, mais c'est très condensé, vous en saurez plus que 95% des coachs qui se prétendent pseudo-experts sur le marché. Et la beauté de la chose, c'est que j'ai vraiment travaillé pour que n'importe qui puisse suivre cette formation. C'est-à-dire que vous soyez un coach, que vous ayez des notions, que vous soyez débutant en nutrition, j'ai employé des termes adaptés, j'ai expliqué les choses, mais je suis quand même allé très loin dans le détail, avec à chaque fois des sources scientifiques, des preuves à l'appui. Il y a à la fin un module bonus pour vous aider à calculer votre diète, à voir comment répartir les apports en glucides, en protéines, en lipides. Bien sûr, je parle des différentes sources. C'est le premier module d'une longue suite pour essayer de faire la plus belle formation en nutrition qui existe sur le marché sur les prochains mois qui arrivent. Donc, ne loupez pas le wagon de cette première formation. On vous met le lien juste ici. Merci à tous d'ores et déjà pour votre confiance. Sachez qu'en plus, en bonus, il y aura un forum et vous aurez accès à toutes ces discussions. On pourra échanger ensemble, vous pourrez me poser vos questions. Donc voilà, si vous en avez vraiment marre, que vous ne savez pas vous repérer dans tout ce foutoir qu'est la nutrition, j'ai fait cette formation spécifiquement pour ça et pour vous remercier de votre soutien. Donc le lien est juste ici, c'est maintenant, allez-y. Alors, j'insiste, toutes les calories ne se valent pas. Et évidemment, manger par exemple 500 calories avec de la viande, des fruits, des légumes, des sources de glucides. Bon là, on voit qu'il fait un disclaimer, toutes les calories ne se valent pas. On sait que ça va partir en vrille, préparez-vous. Complexe, etc. C'est beaucoup mieux que manger juste 500 calories de sucre ou de fast-food ou quoi que ce soit. Pour moi, il y a quelque chose qui est très important, c'est en fait l'adhérence à votre diète. Et là, vu que je suis parti pour encore 6 semaines de diète, si jamais dès les premiers jours, je suis comme un fou, je réfléchis à du sucre ou des choses comme ça, ben c'est sûr que c'est pas comme ça que je vais tenir les 6 semaines. Et donc, ça y est, je vous le présente, le clou du spectacle, les Frosties. Donc là, il explique qu'il va manger des Frosties parce qu'il a besoin d'adhérer à sa diète, que pour lui c'est important et que s'il se frustre trop dans ses choix alimentaires, qu'il pense toujours au sucre ou autre, ça va pas le faire. Donc il décide apparemment de manger des Frosties, si j'ai bien compris, 500 kcal de Frosties, mais attendez, on va voir. Je suis un malade de céréales, je pense que vous voyez, là il y a les céréales, là-bas il y a des céréales aussi. Voilà, je suis un malade de céréales et du coup c'est ce que j'appelle la méta. Donc, tous les soirs, je me fais Vu tous les paquets de céréales que tu as, je pense que c'est pas que 500 kcal par jour. Hein. Je crois.
Donc là, je vais arriver sur les 1000 cales. Du coup, si on prend ça plus mon repas de ce matin, je serai à environ 1900 calories. Et du coup, j'aurai encore une centaine de calories. Et je pense que je prendrai juste un petit shaker avant d'aller me coucher. Donc là, en l'occurrence, si on prend le cas des Frosties, il faudrait voir combien de pourcents ça représente dans son total de calories. La seule chose, c'est que quand vous êtes un athlète de haut niveau, que vous recherchez la performance et que vous êtes sur un total calorique aussi faible, selon mon humble avis, chaque choix alimentaire compte pour l'apport en micronutriments et l'impact que ça va avoir sur la performance. Et ici, on aurait pu remplacer les calories prises par les Frosties parce que c'est 369 kilocalories au 100 grammes, exactement comme le riz ou les pâtes, mais pauvre en micronutriments. Bon, le riz ou les pâtes, c'est aussi assez pauvre en micronutriments, on va pas se le cacher. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on aurait pu, par exemple, remplacer par des pommes de terre, de la patate douce ou des fruits qui auraient eu déjà un tout autre impact sur le bol alimentaire. Ça aurait été beaucoup plus dense, ça cale beaucoup plus, vous avez beaucoup moins faim et ça apporte surtout beaucoup plus d'éléments intéressants, nutritionnellement parlant, pour la performance et pour la composition corporelle. Même si ici, on cherche un poids, on cherche à perdre 3 kilos, on cherche tout de même aussi une composition corporelle, l'a expliqué, pour améliorer la performance. Donc, je trouve que dans son cas de figure spécifique, ce n'est pas un bon choix. Sauf si, vraiment, en ne le faisant pas, il est sûr et certain de craquer, il pense ne pas pouvoir tenir et qu'il va faire une orgie, je le comprends. C'est pour ça que je nuance. Comprenez bien mes propos. Mais ce genre de choix et cette flexibilité, elle est vraiment à voir au cas par cas. Deuxième astuce, c'est d'optimiser votre apport en protéines et en glucides et donc du coup de limiter votre apport en lipides. Alors, petit rappel très simple pour ceux qui ne savent pas, mais 1 g de protéines et 1 g de glucides c'est 4 kilocalories et 1 g de lipides c'est 9 kilocalories. Ça veut dire que pour environ 2 g de glucides ou de protéines, vous allez pouvoir manger 1 g de lipides, 1 g de fat. Et en plus de ça, du point de vue de la satiété, c'est pas les matières grasses, les fats qui vont vous l'apporter, c'est au contraire plutôt les protéines et les glucides qui apportent plus de satiété que les matières grasses. Donc les matières grasses restent très importantes pour un fonctionnement normal de votre corps, au niveau hormonal principalement. Alors là, il donne une astuce, donc je vais revenir dessus parce que c'est une astuce purement diététique et j'en parle en détail dans la formation justement. Il explique qu'effectivement les lipides sont plus de 2 fois plus caloriques que les glucides et les protéines et que ce qui compte au régime le plus, c'est vos apports en glucides et en protéines, que les lipides doivent être diminués aussi parce que les lipides participent moins à la satiété. Attention, les lipides ralentissent énormément la digestion. Donc certes, lorsque vous consommez les lipides, ce n'est pas ce qui en termes de densité calorique vous cale le plus, mais ça participe à l'équation de la digestion des aliments et donc à quelle vitesse vous allez avoir plus ou moins faim après le repas aussi. Il faut retenir ça et ne pas penser que les lipides ne sont pas un allié pour la satiété du coup long terme par exemple. Il faut bien avoir cela en tête tout de même et en plus ça dépend de quelle source de lipides on parle. Ensuite, il explique que les lipides sont importants juste pour une bonne santé, un fonctionnement normal du système hormonal. Pas que. Les lipides ont énormément de fonctions sous-estimées et encore plus dans son cas spécifique. Donc si là, par exemple, ces sources de lipides sont arrêtées à ce qu'on voit, c'est-à-dire 2 jaunes d'œufs et 2 steaks, à son niveau et son poids, pour moi, c'est pas bon. Et ce n'est pas du tout optimal pour la performance. Même si je comprends qu'il y a ce choix à faire pour le poids, pour dropper le poids, pour descendre à 66 kg. Selon moi, lorsque l'on est champion du monde et qu'on a la date de compétition en amont, qu'on connaît sa catégorie, il est primordial d'anticiper ça pour ne pas descendre aussi bas en lipides parce qu'on pourrait être beaucoup plus performant avec des lipides. Bien sûr avec des glucides, des protéines, mais les lipides pour la force, pour le système nerveux, c'est un élément capital. Et toutes les autres hormones qui sont responsables de la prise de masse, du bien-être, etc., etc. Mais à côté de ça, pendant une courte période, ça me semble judicieux de restreindre votre apport en lipides et d'optimiser votre apport en protéines et en glucides, notamment encore une fois sur une courte période. Donc, par exemple, dans mon cas, sur les 2 prochaines semaines, je vais utiliser cette règle à fond, en plus de la première dont je vous ai parlé sur l'augmentation de ma dépense calorique, puisque ça va me permettre de manger plus d'aliments, de manger plus de nutriments, tout en optimisant encore une fois mon apport en calories. Voilà, donc après, il termine sa journée avec un checker de protéines. Bon, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu peu de repas au final, peu d'aliments. Donc ça va être assez simple. On a vu le pancake au début, la banane avant l'entraînement. On a vu le repas post-entraînement. On a vu avec les pâtes, les steaks, l'œuf. On a vu les Frosties et on a vu la whey. Voilà, très simple, tant mieux. Donc, qu'est-ce que je noterais ici principalement pour cet apport de 2000 kcal? Eh bien, je pense personnellement
que l'on pourrait faire mieux en termes de satiété, d'optimisation de la performance, si c'est ce que vous recherchez, et en termes d'optimisation pour la composition corporelle. Même s'il y a des points très positifs. Le premier, c'est de voir des glucides comme ça, parce que les glucides vont être importants. Certains vont se dire, mais pourquoi ils consomment autant de glucides, alors même si c'est pas énorme au final, quand on voit les quantités, à ce stade-là, parce que les glucides sont importants pour la performance, pour garder un métabolisme élevé, et en soi, donc, pour perdre du gras. L'apport en protéines, lui, est tout à fait correct, et l'apport en lipides me semble un peu bas. Cependant, il a la nécessité de perdre 3 kg en 14 jours. Donc en soi, l'approche est bonne. Donc il a bien fait pour perdre rapidement ce poids, de descendre aussi bas les lipides, parce que je pense qu'il doit être à 0,5 g par kilo de poids de corps, qui est la limite basse que je recommande, mais qui est très bien dans ce genre de cas. Donc très bon choix, et de monter les glucides. Donc sur les macros, pour cet objectif spécifique de perdre ces 3 kg en 2 semaines, je trouve qu'il a très bien géré. Et je trouve que les conseils sont très bons. Les choix alimentaires pour moi ne le sont pas, dans le sens ne sont pas optimales. J'aurais amené à ce stade-là, avec aussi peu de calories, des aliments plus riches en micronutriments, parce que moins on consomme de calories, plus on s'expose aux carences et plus il est important de faire attention à ces choix alimentaires, contrairement à quand on est à 4000-3500 kcal. Donc par exemple, j'aurais remplacé les pâtes par des patates douces, j'aurais amené plus de fruits, plus de légumes, j'aurais remplacé les frosties justement par une meilleure source de glucides pour ces apports-là, parce que les compléments alimentaires ne couvrent pas tout, et pourtant vous le savez, j'en vends sur AW Trainer, mais c'est important. Voilà, j'aurais pas consommé que 2 œufs, j'aurais enlevé un steak, j'aurais rajouté des œufs pour l'importance capitale qu'a le jaune d'œuf sur le cholestérol, surtout ici lorsqu'on est un powerlifter. Donc voilà principalement ce que j'aurais fait, et j'aurais trouvé ça bien mieux. Enfin, le dernier conseil que j'aurais à donner, si vous êtes powerlifter, si vous êtes judoka, boxeur, que vous avez une compétition à catégorie de poids, ne faites pas l'erreur pour la performance de vous y prendre trop tard. Je sais que ces cutting extrêmes sont à la mode dans tous les sports, cette manière de dropper le poids autant à l'avance, mais ce n'est pas comme ça que vous serez le plus performant. Si vous vous y prenez à l'avance, avec des phases de maintien, de rebond, et que vous restez beaucoup plus proche de votre poids de compétition, ça vous permettra justement avant ces échéances d'être bien plus haut en calories, et notamment en lipides par exemple dans ce cas précis, et d'exploser vos performances. Donc le principal conseil que je donnerais pour finir, c'est celui-ci. Voilà pour cette analyse de diète, j'espère que ça vous aura plu. Si vous voulez plus de conseils, si vous avez besoin d'un programme spécifique, personnalisé ou d'un suivi, n'hésitez pas à aller sur mon site www.antowest.com. Je me ferai un plaisir de vous renseigner tout d'abord et de vous accompagner si vous le désirez. Et nous, on se retrouve dès dimanche prochain à 18 h pour une nouvelle analyse de diète. Merci à tous pour votre soutien et à très vite.